Sissoko, directeur régional de la Banque mondiale pour le Mozambique, Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles, accompagné du représentant résident de l'institution à Madagascar, a été reçu par le président Andrzej aujourd'hui à Yavlou. La coopération entre Madagascar et la Banque mondiale se déroule dans de bonnes conditions. La preuve, en plus de cette rencontre, le déblocage des aides financières de la Banque mondiale au bénéfice du pays. Cette année, nous avons eu un taux de décaissement de 24%, qui est largement au-delà du taux de décaissement dans la sous-région. On a aussi, grâce à la qualité des réformes, approuvé un appui budgétaire. Et donc, avec le président de la République, nous avons passé en revue les différents portefeuilles, les différentes opérations, les différentes priorités pour les années à venir. La lutte contre la pauvreté, les défis de Madagascar pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers le développement de l'agriculture et de l'élevage, l'amélioration du secteur du tourisme, autant de domaines porteurs de développement, ont été au cours des échanges. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement ferme aux côtés de Madagascar. La question de l'électricité, notamment liée à la Jirama, constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le pays et nous sommes aux côtés du peuple malagasy pour son redressement et sa modernisation, a affirmé Fili Sissoko. Nous avons un portefeuille extrêmement important dans le secteur de l'énergie. Nous appuyons toutes les réformes structurelles, nous appuyons les investissements pour nous assurer qu'il y ait un accès. Et Madagascar a un plan très ambitieux d'améliorer l'accès, d'améliorer la fiabilité que nous appuyons dans le cadre de nos interventions sectorielles. C'est au début de ce mois de juillet que Fili Sissoko a pris ses nouvelles fonctions. Sa rencontre directe avec le chef de l'État malagasy intervient ainsi très tôt dans sa mission. Selon lui, les discussions menées ont été fructueuses et devraient rapidement se traduire par des actions concrètes. Aucun district ne sera oublié, martèle le président de la République Andrzej, et il met tout en œuvre pour concrétiser cette promesse. Après avoir visité plusieurs districts, dernièrement à Sainte-Marie, dans la région d'Analandsruf, le chef de l'État poursuit sa tournée régionale dans la région d'Ambatsu les 25 et 26 juillet prochains. Il apportera le développement au district de Mananaravarach et Maroantsetch. Le 25 juillet, il sera à Mananaravarach pour remettre à la population une centrale de production d'électricité fonctionnant à l'énergie solaire et au fioul d'une capacité de 1,5 MW. Cela constitue une solution durable aux problèmes énergétiques de la région et cette centrale, située à Copenhague, va grandement contribuer à l'approvisionnement énergétique de la Jirama pour les habitants du district. En plus de cette infrastructure, le président Andrzej remettra également des aides sociales, notamment le VAT-Tsins aux habitants de Mananaravarach. Le 26 juillet, il se rendra à Maroantsetch où les habitants bénéficieront d'infrastructures Manarapench telles qu'un hôpital, un marché et un stade qui seront inaugurés ce samedi. En plus de ces infrastructures, des aides sociales seront également distribuées. Le président de la République n'oublie donc pas la région d'Ambatsu car il y apportera le développement. De nombreuses normes doivent être respectées en matière d'aménagement intérieur et de tout ce qui s'y rapporte. Pourtant, selon les explications, de nombreux opérateurs ou simples particuliers qui souhaitent construire un logement ne les connaissent pas. On constate également une multiplication des prestataires dans le domaine de l'aménagement intérieur, ce qui appelle à une certaine vigilance. La promotion de la construction de logements fait partie des défis que le gouvernement s'est fixés. Outre les projets publics déjà en cours, l'État collabore également avec le secteur privé afin d'offrir des logements de qualité à la population, comme l'a souligné le secrétaire d'État en charge de l'habitat et des nouvelles villes lors de l'ouverture du salon Foirachan aujourd'hui. Cet événement vise à faciliter l'accès des ménages et des opérateurs économiques aux matériaux et équipements liés à l'habitat, avec des produits de qualité garantis. Plusieurs maisons témoins sont exposées sur place. Les stands du SENVH et de l'Analogue y sont également présents, permettant aux visiteurs intéressés par les programmes des logements de l'État d'obtenir des informations complètes. Le salon qui a débuté aujourd'hui durera 4 jours. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus selon les organisateurs.
La mise en place de la nouvelle ville de Tanamaswanj, située à Immersetousk, entre actuellement dans une phase plus concrète. Si l'avenue principale est en cours de finalisation et que le parc solaire destiné à alimenter la zone en électricité est en voie d'installation, le gouvernement annonce le lancement prochain de toutes les études relatives à l'approvisionnement en eau. Les ressources souterraines seront principalement étudiées, tout comme les techniques de collecte d'eau et l'aménagement d'une petite rivière traversant Tanamaswanj qui modifiera le paysage urbain selon les précisions du secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Le projet ne concerne pas uniquement la nouvelle ville de Tanamaswanj, a-t-il ajouté. Les habitants des zones avoisinantes d'Immersetousk pourront également bénéficier des retombées positives de ces aménagements. La signature de la convention de partenariat entre le secrétariat d'État et l'entreprise chinoise a eu lieu aujourd'hui. Cela illustre également le renforcement des relations de coopération entre Madagascar et la République populaire de Chine, selon les explications. Les études nécessaires pour mettre en place un approvisionnement en eau durable à Tanamaswanj débuteront ainsi très prochainement. Il ne reste plus que quelques finitions à réaliser sur cette portion finale de 4 km reliant le rond-point d'Ivat à celui d'Ajanta-Pine. Selon le ministre des Travaux publics Rafid San Richard Théodore, la voie rapide sera accessible au grand public dès le mois d'août. Cette infrastructure s'inscrit dans les objectifs fixés par le gouvernement pour fluidifier la circulation en direction de l'aéroport international d'Ivat. Une fois les travaux achevés, les automobilistes auront donc le choix entre la route de Sarasotch et la voie rapide, ce qui contribuera à désengorger le trafic et à réduire les temps de trajet. Après avoir visité les travaux de la voie rapide d'Ivat à Ajanta-Pine, le ministre s'est également rendu sur le chantier d'élargissement de la rocade d'Ivat en face du lac Yariv, où la route passera à 4 voies. Il a poursuivi sa tournée sur la route express en travaux à partir du PK0. Il y a constaté l'avancée de l'application de l'enrobé bitumineux. Il a par ailleurs donné des instructions fermes aux entreprises en charge des travaux pour accélérer encore davantage leur exécution. Selon les données de la Banque mondiale, seuls 63% des filles et 58% des garçons terminent le cycle primaire. De plus, 95% des élèves en fin de primaire ne maîtrisent pas correctement la lecture et le taux de redoublement atteint 25,3%. En ce qui concerne les enseignants, 63% d'entre eux sont issus du FRAM. Pour remédier à cette situation, la Banque mondiale a lancé le projet Talim. Tous les enseignants du primaire recevront une formation spécifique et 26 000 d'entre eux seront titularisés. Par ailleurs, 1000 écoles situées dans les zones régulièrement touchées par les cyclones seront réhabilitées. Parallèlement, des livres de mathématiques, de malagasy et de français seront distribués aux élèves. Le projet prévoit également un programme de cantine scolaire dans les régions en insécurité alimentaire. Plus de 4,7 millions d'enfants bénéficieront de ces avantages. Ce projet, d'un budget de 185 millions de dollars, est financé à hauteur de 150 millions de dollars par l'Association internationale de développement ou IDA et 35 millions de dollars par le Partenariat mondial pour l'éducation ou GPE. En cette période de vacances scolaires, certaines écoles organisent des ateliers de vacances spécialement dédiés aux enfants. L'objectif est de les divertir tout en les éduquant de manière ludique et différente des méthodes traditionnelles. Ce n'est pas une classe ordinaire, mais une formule différente où l'on apprend tout en s'amusant. C'est ce que vivent ces élèves pendant les vacances. Lecture, dessin, atelier pâtisserie, autant d'activités qu'ils pratiquent au quotidien ici. Les enfants qui participent à l'atelier de vacances arrivent à 9h du matin et terminent vers 15h30. Quant aux tout-petits accueillis en crèche, il n'y a pas de période spécifique, l'école reste ouverte toute l'année, 12 mois sur 12, explique Rabé Arvouni Louvatine, directrice d'école.
Ces ateliers permettent d'éveiller les enfants et d'aider les parents dans l'éducation de leurs enfants pendant cette période de vacances scolaires. D'après le ministère de l'Éducation nationale, les modalités d'admission des élèves pour cette nouvelle année scolaire restent les mêmes que celles de l'année précédente. Aucune modification n'est apportée concernant les inscriptions et les réinscriptions dans les écoles publiques à travers le pays. Raoni Rdzon Anjiamiakatslav, directeur général en charge de la pédagogie, précise qu'une éventuelle participation financière des parents d'élèves doit faire l'objet d'un accord préalable au sein de l'Assemblée générale des parents d'élèves de chaque établissement. Cette décision doit ensuite être soumise au niveau de la CISCO concernée. Des mesures spécifiques sont prévues pour les familles considérées comme extrêmement vulnérables. Ainsi, ces dernières ne sont pas soumises à une quelconque contribution parentale, selon toujours les explications. Il est aussi rappelé que le CISCO et les DREN sont chargés de la gestion des effectifs, qu'il s'agisse de surcharge ou d'insuffisance, et de la répartition équitable des élèves entre les établissements, toujours selon les mêmes sources. Visage fermé, comme si les dirigeants européens ne se faisaient pas trop d'illusions. Soutien chinois à la Russie contre l'Ukraine, déficit commercial massif de l'UE en faveur de Pékin. Les sujets sont nombreux, mais dans le discours du président chinois, pas d'annonce majeure. Les relations entre la Chine et l'Union européenne se trouvent à un tournant historique critique. Plus la situation internationale devient grave et complexe, plus la Chine et l'UE doivent renforcer leur communication, renforcer leur confiance mutuelle et approfondir leur coopération. Face à la Chine, le bloc des 27 accuse un gigantesque déficit commercial, plus de 300 milliards d'euros. Alors, à mots feutrés, les dirigeants européens tentent d'aborder les sujets qui fâchent. Nous avons besoin de progrès concrets sur les questions liées au commerce et à l'économie. Et nous souhaitons tous deux que notre relation soit équilibrée, réciproque et mutuellement bénéfique. À mesure que notre coopération s'est approfondie, les déséquilibres se sont également creusés. Nous avons atteint un point d'inflexion. Il est essentiel de rééquilibrer nos relations bilatérales car, peut-être durables, elles doivent être mutuellement bénéfiques. Le sommet devait s'étaler sur 2 jours, il ne durera qu'une journée. Pas besoin d'épiloguer quand la situation est connue de toutes les parties. L'Europe a besoin de minerais chinois pour ses industries du secteur automobile ou électroménager. Mais depuis que Donald Trump a relevé les droits de douane américains, Pékin a restreint ses exportations vers l'Europe. Et de son côté, Bruxelles impose ses propres taxes douanières sur les véhicules électriques chinois afin de soutenir ses constructeurs. La Chine, qui consent à de lourdes subventions automobiles, souhaite la suppression de ses droits de douane. La négociation apparaît pour l'heure sans issue. Il y a énormément de monde, alors ça montre déjà qu'il y a une société civile en Ukraine qui est encore très active. Et c'est vrai que ces 3 années et demie, finalement, on n'a pas beaucoup vu cette société civile, puisque tout simplement, il y avait quand même la manifestation d'un front uni derrière le gouvernement, même si les critiques n'ont pas cessé à l'égard du gouvernement ou de Volodymyr Zelensky. Il y avait en tout cas une volonté de faire front, puisque les Ukrainiens ont à gérer au quotidien cette guerre d'agression russe contre eux, sauf que là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette loi qui finalement place 2 institutions clés qui luttent contre la corruption sous la coupe du procureur général. Ça, ce n'est pas passé et donc on a vu ces rassemblements, ça a été 2 jours de suite et je pense qu'on va avoir des rassemblements continués sur les prochains jours. On voit des centaines de personnes dans plusieurs villes à travers le pays, à Kiev, à Kharkiv, à Dnipro, à Ivano-Frankivsk, donc dans tout le pays manifester. Ça rappelle aux Ukrainiens en fait ce pourquoi ils avaient manifesté il y a 11 ans maintenant sur Maïdan lors de leur révolution. Ils voulaient un gouvernement qui ne soit plus corrompu, un gouvernement qui ne protège plus les personnes corrompues. Volodymyr Zelensky a tenté de rassurer la population. Il a d'abord rencontré les chefs des institutions qui luttent contre la corruption ainsi que le procureur général. Il a également promis qu'il
ferait qu'il établirait une loi pour assurer l'indépendance de ces institutions qui luttent contre la corruption, mais la confiance est brisée et le mécontentement ici en Ukraine est grand. Ce sont des images qui donnent envie de larguer les amarres. Après 2 ans d'expédition autour du monde dans le sillage du HMS Beagle, le voilier de Charles Darwin, l'Oosterschelde, goélette néerlandaise de 107 ans, a regagné les eaux britanniques. Ces 2 dernières années, nous avons parcouru plus de 40 000 milles nautiques. Nous avons effectué 32 étapes de l'Angleterre jusqu'en Australie, aller-retour. Nous visitons tous les grands ports où s'est rendu Charles Darwin et réalisons des projets incroyables sur ses traces. Le Cap en Afrique du Sud ou bien sûr les îles Galapagos, l'itinéraire s'inspire du célèbre voyage de Charles Darwin. Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune naturaliste s'était joint à un équipage de scientifiques entre 1831 et 1836. Ces observations avaient servi de fondement à sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. Près d'un siècle plus tard, des jeunes défenseurs de l'environnement sont à leur tour sur le pont pour se former aux techniques modernes d'observation et d'échantillonnage. Mais le capitaine, lui, doit naviguer comme à l'époque. Nous ne disposons pas de technologie moderne, du moins pas sur le pont. Toutes les voiles sont donc hissées à la main uniquement par la force des bras. Nous n'avons pas de winch par exemple. Nous barrons à la main, nous sommes toujours à l'extérieur pour diriger le navire. Bien sûr, à l'intérieur, nous avons des générateurs et de l'électricité. Les choses ont donc changé, mais à l'extérieur, la navigation de ce navire est restée sensiblement la même qu'il y a 100 ans. Vendredi, le navire remontera la Tamise et accostera à Tower Bridge dans le centre de Londres pour un accueil royal en présence du duc d'Édimbourg, frère cadet du roi Charles.